Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 15e étape. On va revenir un petit peu sur cette journée, la note de l'étape, les coureurs au top, les bonnets d'âne. Il y a des Français qui sont dans les coureurs au top et les bonnets d'âne, donc voilà, il n'y avait pas forcément... J'ai hésité, voilà, pour tout vous dire, à faire une catégorie bilan de bleu, puis je me suis dit non. Allez, on va les mettre dans les coureurs au top et les bonnets d'âne. Et puis on fera un point sur les différents classements en fin de vidéo parce qu'il y a encore eu du changement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Étape numéro 15, pas de résumé. Alors déjà parce que j'ai pas vu l'étape en intégralité, j'ai vu l'étape à partir de 140 km de l'arrivée, parce qu'avant il y avait repas de famille et puis tout ça, on est dimanche, mais j'ai vu à partir de 140 km de l'arrivée, et en plus faire un résumé de cette étape, cauchemar. Cauchemar parce que, waouh, elle est bien cette étape, hein. Mais si vous n'avez pas vu, même un résumé, c'est compliqué là, hein, aujourd'hui. Hein. Même le résumé d'Eurosport, là, ça va être dur. Ça va être dur parce que, waouh, il y a des choses, on n'a pas tout compris quand même aujourd'hui, hein, sur ce qui s'est passé. Notamment une formation britannique qui a couru. Il y a un moment, il va falloir nous expliquer quand même quelle était la stratégie ce matin, parce que là, autant il y a 2 jours, j'avais pas été méchant avec eux, certains ont été un peu plus durs que moi, quand j'avais dit, moi je les avais trouvés plutôt bons, ils avaient osé, je trouvais que c'était intelligent d'avoir osé sur cette étape-là, autant sur l'étape du jour, alors c'est peut-être ce qui a fait mal à un coureur slovène, au final, mais... C'était compliqué à analyser leur course quand même, hein, du côté de cette formation. Et ils ont mis beaucoup d'énergie quand même du côté de cette équipe. Et ouais, le résumé entre l'échappée qui met quand même quasiment 100 bornes à se former, la première échappée qui ensuite est reprise. Il y a un deuxième groupe qui arrive à ressortir. Il n'y a jamais eu véritablement beaucoup d'entente en plus dans les groupes d'échappés. C'est vrai que là aujourd'hui, le premier groupe aurait peut-être pu prendre un petit peu plus d'avance, mais ça ne s'entendait absolument pas. On l'a bien vu à un moment quand on voit passer les Astana, ça ne collaborait pas du tout correctement. Dans la descente, bon, le peloton arrive à revenir. Ça ressort derrière avec des coureurs qui étaient déjà dans la première échappée, plus d'autres coureurs, je pense notamment à Prudhomme et Bardet qui n'étaient pas véritablement dans la première échappée, ou Verona, mais qui s'étaient bien accrochés avec les meilleurs coureurs. Et puis après, ce groupe-là qui n'est pas resté longtemps ensemble, hein, parce qu'au final, Verona a attaqué assez vite, au pied de la montée de Dori, à 40 bornes de l'arrivée, et puis il est sorti, et puis il n'a jamais été rattrapé. Très très fort Verona, mais ouais, l'étape, la stratégie de la Ineos, je sais pas si vraiment c'était ça l'objectif, c'était juste de piéger Roglic et Pidcock, parce que il y a quand même... ouais. Ça, on a mis beaucoup d'énergie pour piéger Roglic. Alors, est-ce qu'on pensait que Roglic, on n'arriverait pas à le repiéger derrière? Il a quand même un peu explosé comme un popcorn. Donc, je me dis que je le vois pas être très performant dernière semaine, au final. Mais ouais, assez surprenant. Et puis en plus, quand on a fait exploser Roglic, c'est les autres équipes qui ont fait l'écart. Pas véritablement la Ineos. Donc là aussi, il faudra expliquer un petit peu quelle était la stratégie de cette équipe. Mais c'était une étape très intéressante, parce qu'on était sur du cyclisme total, comme on pourrait dire, comme le football de Johan Cruyff. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie, on a bien fracassé les anciens préceptes du cyclisme, les choses qui marchaient il y a 10-15 ans, la manière de rouler il y a 10-15 ans, et c'était pas non plus cyclisme à la Pogacar, c'était un autre truc, mais oui, difficile de tout comprendre, difficile de tout analyser sur cette étape.
J'ai vu pourtant 140 km et j'ai l'impression qu'il me manque des outils pour décrypter ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais fait un AVC en plein milieu de l'étape. Pourtant non, hein, je vous rassure, je n'ai pas fait d'AVC en plein milieu de l'étape, mais il me manque des choses, il me manque des éléments, j'ai l'impression. Enfin, il y a des éléments que je ne comprends pas, voilà, sur cette journée. Note de l'étape, 16 sur 20, parce que si vous la regardez en replay, si vous ne l'avez pas vue, vous allez prendre du plaisir à la regarder. C'est pas un mauvais moment du tout. Surtout que ça va vite, parce qu'on a roulé encore à un énorme tempo, donc c'est une étape qui est très intéressante à suivre. Pourquoi 16 sur 20 ? Parce que le vainqueur, il a fait preuve de courage et de panache, et ça j'aime bien ça, et d'intelligence aussi, mais j'y reviendrai. Et de l'autre côté, on a quand même un gros qui perd du temps aujourd'hui, donc c'est une étape qui aura certainement des conséquences pour la suite de ce Tour d'Italie et des conséquences pour le classement général. Donc c'est une étape qui est très intéressante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au final. Il y a beaucoup de choses à analyser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui qui auront des conséquences sur la suite de ce Tour d'Italie. Pour le moment, je ne suis pas vaillant, donc je ne sais pas lesquels, mais je me dis quand même qu'Ineos qui a beaucoup roulé, si on voit des Ineos en difficulté en troisième semaine, il ne faudra pas être surpris. Et puis il y a des coureurs qui montent en puissance. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant cette journée. Non, il y a beaucoup de choses à dire et sur lesquelles revenir. Et donc c'est une belle étape. Voilà. C'est une belle étape, c'est un 16 sur 20. C'est pas la meilleure note que je n'ai donnée depuis le début de ce Giro. L'étape des chemins blancs est un petit peu meilleure. Mais ça reste quand même une étape tout à fait intéressante à regarder et on passe un bon moment derrière sa télévision du côté de cette journée. Tout de suite, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top du jour, il est espagnol, il est d'une équipe qui pourtant a perdu son leader hier. C'est Carlos Verona. Très très bien Carlos Verona aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui il gagne parce qu'il s'est déjà retrouvé dans cette situation-là et qu'il avait déjà perdu. Verona, notamment, je crois me rappeler, peut-être que je me trompe, mais il est dans l'échappée quand Bob Jungels gagne avec la Decathlon G2R sur le Tour de France. Pour moi, il fait 2 ou 3 jours là et il était très très fort sur cette étape. Et pour moi, il avait été un peu trop attentiste ce jour-là parce qu'il était très très fort, mais il n'avait pas vraiment cru à l'attaque de Bob Jungels et Bob Jungels était allé au bout. Et j'ai envie de dire que souvent, quand l'échappée met un temps fou à sortir, le premier qui attaque va souvent au bout, parce que derrière, ça a tendance à énormément se regarder, car tout le monde est cramé, donc tout le monde compte ses coups de pédale. Et souvent derrière, ça est un peu l'enterrement de première classe. C'est ce qui s'est passé derrière Verona. Mais bravo Verona pour plusieurs raisons. Déjà parce que hier, on perd Ciccone. On perd Ciccone, beaucoup de leaders sont tombés. Il n'y a pas que Ciccone qui est tombé, mais vous perdez votre leader. Carlos Verona, son travail c'était certes pour Pedersen, mais c'était aussi, et surtout pour Ciccone. Donc tu perds ton leader pour le classement général. En plus, tu as l'impression que tu trahis un petit peu les Italiens, parce que c'est vrai que les Italiens, depuis ce début de Giro, il n'y a pas de victoire d'étape, et le classement général du premier Italien va peut-être être assez loin, va peut-être pas être exceptionnel. Et Carlos Verona, il a fait ce qu'avait fait Gino Meder il y a quelques années pour la Bahrain Victorious. Il est allé au charbon, et là il vient de reconstruire une dynamique du côté de la Lidl Trek qui va être excellente sur la troisième semaine. Si aujourd'hui les Lidl Trek partent pas en échappée, peut-être que la dernière semaine elle est dure et elle est longue. Mais en gros, pour des coureurs comme Verona, peut-être que c'est un peu dépression lente. Ce qu'il a fait là aujourd'hui est très important pour l'équipe. Il a réussi à remobiliser l'équipe. Et puis bravo Verona parce que déjà il a réussi à s'accrocher dans le Monte Grappa. Alors le Monte Grappa c'est monté vraiment un très très gros train. Parce que la troisième heure de course, je crois, est à 42 de moyenne. La troisième heure de course, c'est là où il y avait le Monte Grappa. De toute façon, aujourd'hui, on est arrivé encore avec 10 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide sur une journée qui faisait quand même plutôt 220 km, donc c'est quand même assez impressionnant. Et du côté de Verona, il a souvent été dans les bonnes échappées sur les grands tours.
Il a une faculté à prendre les bons coups. Mais souvent, il ne gagnait pas. C'était un autre qui s'imposait. Je crois que Young Girls, quand il gagne ce jour-là, Verona est dans le groupe. Et j'ai le souvenir de ça, je vais pas revérifier. Et il se fait avoir parce que Bob Jungels, ce jour-là, attaque, part de loin. Et je pense qu'il n'a pas l'impression que ça va aller au bout. Ce jour-là, Verona. Et si, ça va au bout parce que c'est Bob Jungels. Parce que c'est un coureur. Je le voyais encore chez Red Bull, disons. J'avais oublié qu'il est passé chez Ineos, Bob Jungels. Mais c'est vrai que ce jour-là, Bob Jungels avait été fort, mais je pense que le plus fort de l'échappée, c'était très certainement Carlos Verona, qui je pense était très costaud ce jour-là. Voilà, il avait fini troisième, Carlos Verona, j'avais bien des bons souvenirs. Et il s'était fait complètement piéger par Bob Jungels, qui certes était dans une bonne journée, mais ils n'avaient pas senti le coup. Et il était parti à 60 bornes de l'arrivée, Jungels. Et ensuite, ils avaient collaboré avec Castroviero, mais dans un premier temps, ça avait du mal à collaborer. Bon, ensuite, ils avaient réussi à sortir avec Castroviero, mais ils n'avaient jamais réussi à revenir sur Jungels. Et je pense que ce jour-là, il a eu énormément de regrets. Carlos Verona, parce qu'il est passé à côté d'une victoire. Et d'une grosse victoire. Là, en plus, je pense que sur la fin, il y a eu un supplément d'âme du côté de Bob Jungels. Très clairement, le fait d'avoir sa femme et ses enfants-là, il avait, je pense, une motivation supplémentaire. C'est un peu comme Johan Zarco sur le Grand Prix de France. La semaine dernière où il savait qu'il y avait ses parents qui étaient là pour la première fois sur un Grand Prix, et je pense qu'il y a eu une motivation supplémentaire pendant tout le week-end. Là, Carlos Verona, je pense qu'aujourd'hui il y a eu une motivation supplémentaire parce qu'il savait qu'il avait ses deux filles, parce qu'il savait qu'il avait sa femme, et que voilà, il voulait montrer des très bonnes choses aujourd'hui. Deuxième victoire chez les pros pour lui, mais il faut savoir qu'il a fait deuxième d'une étape sur la Volta, donc 2 fois troisième d'une étape sur le Tour de France. Beaucoup de places d'honneur quand je regarde, quatrième d'un Grand Prix Miguel Indurain, cinquième déjà d'une étape sur le Tour d'Italie, c'était en 2023, mais il n'arrivait pas à gagner. Et c'est bien pour Carlos Verona, puis ça rappelle que les équipiers, c'est un éternel équipier, Verona, que ça soit chez Movistar, que ça soit chez Lidl, chez Quick-Step, ça a toujours été un équipier modèle. Il est passé dans des grosses formations, et là ça fait plaisir de le voir au top et de le voir content. Ça fait plaisir également pour Lidl, parce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens et qu'on a fait vraiment une belle saison du côté de l'équipe américaine. Et du côté de Carlos Verona, maintenant il y a encore une dernière semaine, il y a peut-être encore des opportunités, même si là on sera plutôt sur de la plus haute montagne, mais il y a encore Patrick Conrad qui n'a pas gagné par exemple du côté de la Lidl Trek, et c'est une équipe qui est en pleine confiance, donc ça va être une équipe dangereuse. Et puis c'est un coureur qui est en fin de contrat, Carlos Verona, qui est à 32, mais qui va sur ses 33 à la fin de l'année. Donc c'est bien de se montrer, c'est bien de montrer qu'on sait aussi faire des bonnes choses, et pourquoi pas aller chercher un contrat un peu meilleur, ou réussir à aller dans d'autres formations. Mais déjà l'an dernier, la saison était pas mal en 2024. Du côté de Carlos Verona, là, la saison est un petit peu plus calme, mais il n'a que 28 jours de course dans les pattes. Il devrait faire le Tour d'Autriche, par exemple, au mois de juillet. Tour d'Autriche qui se déroule en même temps que le Tour de France. On poursuit, après Carlos Verona, Nicolas Prodhomme. J'hésitais avec Romain Bardet, mais Romain Bardet semble un petit peu fatigué. Même s'il fait une belle journée aussi, Romain Bardet. Non, Nicolas Prodhomme, il fait partie des coureurs qui ont fait pas mal de kilomètres d'échappée aujourd'hui, qui a énormément tenté. Je pense que Prodhomme, il peut avoir des regrets aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas Geoffrey Bouchard. L'équipe Decathlon est quand même tournée autour du sprint et autour de Sam Bennett, et c'est vrai que en gros ils avaient deux grimpeurs, Bouchard, Prodhomme. Bouchard est tombé dès le premier jour avec Landa, donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé seulement avec Prodhomme. Et Prodhomme, il est obligé de prendre beaucoup d'échappées
forcément c'est compliqué parce qu'il sait que Indriss de Bondt sur une journée comme celle-là il peut pas faire grand-chose. Enfin, il y a plein de coureurs dans sa formation qui vont pas être performants sur une étape comme celle-là. Donc déjà il a toute la pression de l'équipe en termes de résultats, parce qu'en plus Sam Bennett n'est pas forcément exceptionnel depuis ce début de Tour d'Italie, donc il a beaucoup de pression sur les épaules, Prudhomme. Et ensuite, il est obligé de prendre beaucoup les échappées. Alors même si certains coureurs de son équipe l'aident, c'est quand même pas évident pour Prudhomme. Là, il lui a manqué Bouchard. Parce que si Bouchard prend la première échappée, lui il prend peut-être la deuxième, il peut peut-être faire un peu plus de jus et rester un peu plus au contact de Verona, mais comme il est dans les premiers groupes échappés, forcément il perd un petit peu d'énergie dans l'affaire. Et ça lui coûte cher, voilà, du côté de Nicolas Prudhomme. C'est dommage, mais c'est quand même un bon résultat pour la Décathlon, parce qu'on peut pas dire qu'on a été véritablement en réussite depuis le début de ces 2 semaines de compétition du côté de cette équipe. Et puis quand même, bonne nouvelle du côté de Romain Bardet, il prend une 4e place, Max Poul prend lui une 10e place, ça fait 105 points aujourd'hui d'accumuler pour l'équipe Picnic Postenel. Mais voilà, Romain Bardet semble quand même un petit peu fatigué, il l'a dit, il faudra qu'il vise maintenant les étapes. Je pense que il faudra plutôt viser en fin de semaine, pourquoi pas l'étape de vendredi, parce que je pense que l'étape de samedi va faire peur et que ça peut peut-être un peu bloquer les leaders, et ça peut peut-être donner des opportunités pour vendredi. Donc moi je dirais que l'étape de vendredi pourrait être intéressante pour Romain Bardet et pour les échappés. Peut-être aussi mercredi, parce qu'on sera sur une étape qui sera moins dure mercredi, même si c'est une étape qui est compliquée, la montée vers Bormio. On peut peut-être laisser partir une échappée, alors que le Brantonico sur l'étape 16 et Sestrière sur l'étape 20, je pense que ça va être compliqué sur ces étapes-là. Et bon, voilà, peut-être vendredi, parce que Champoluc, même si c'est dur, c'est une journée qui va être dure vendredi, mais voilà, peut-être que les leaders vont un peu plus se regarder, et il y aura peut-être des opportunités de prendre un petit peu d'avance du côté du peloton, mais comme il l'a dit, c'est encore une journée qui a été rapide, 41,6 de moyenne avec malgré tout 3009 de dénivelé positif. Encore une fois, on est arrivé plus tôt que l'horaire le plus rapide. Ça fait 3 jours qu'on fait ça, on est sur l'horaire le plus rapide, voire en avance par rapport à l'horaire le plus rapide. Forcément, ça a des conséquences au niveau des organismes, et surtout l'enchaînement va avoir des grosses conséquences au niveau de l'organisme, mais bien du côté de la Picnic Postenel, bien du côté de la Décathlon et de Nicolas Prudhomme, donc belle journée du côté des Français de ce côté-là du classement, mais on verra qu'il y a encore un Français du côté des bonnets d'âne. Rubio, j'ai bien aimé moi le fait qu'il tente de prendre l'échappée, surtout qu'il a fait une attaque assez tardive, Rubio. Moi j'ai bien aimé, voilà, c'était une bonne idée, déjà parce que il a du temps à aller chercher. Il n'était pas forcément ultra dangereux au classement général. Il était à 4,30. Alors forcément, c'est ce qui a bloqué la première échappée, parce que vous avez des équipes qui ont décidé de rouler, je pense, parce qu'il y avait Ener Rubio. Mais ensuite, le Colombien, il est intelligent, parce que il voit que ça part pas au bout d'un certain temps, donc il se dit, bon, je vais me cacher, on va dire, dans ce groupe-là de devant. Mais au final, je vais pas consommer certainement plus d'énergie que derrière, parce que derrière, on se mettait des Minas dans le Monte Grappa, alors que le Monte Grappa de l'échappée s'est fait sur un rythme beaucoup plus régulier. Donc je pense que là, il a pas consommé beaucoup plus d'énergie que les mecs de derrière. Et puis après, il a compris que l'écart se ferait pas, donc il s'est dit, maintenant je vais m'accrocher. L'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible dans cette montée de Dorim, ce qui n'était pas évident, parce que ça roulait encore vite avec Ineos, avec les attaques notamment de Carapaz. Le rythme de la UAE, puis ensuite les équipes qui se sont relayées à l'avant de la course pour tenter d'écarter complètement Primoz Roglic, mais je trouve que c'était osé. Il a osé prendre des risques aujourd'hui, Rubio. Il savait qu'il y avait un coup à tenter avec les échappées qui mettaient comme ça beaucoup de temps à sortir. Ça ne l'a pas fait, mais il aurait pu reprendre aujourd'hui, pourquoi pas une 20, une 30, ça aurait pu être jouable du côté de Rubio. Si on avait laissé
un peu plus de temps à l'échappée. Et puis dans le groupe de devant, il aurait pu jouer sa carte pour la victoire. Peut-être un petit peu seul également dans ce groupe de devant, même si il y avait Cepeda, le Cepeda de la Movistar qui roulait, parce qu'il y a eu également le Cepeda de la EF qui a roulé. Mais voilà, il était peut-être un peu trop isolé à ce moment-là. Et puis on avait beaucoup de mal à collaborer. C'est vrai que Astana faisait peur, Jaiko faisait peur. À ce moment-là, dans ce groupe-là, ils étaient vraiment en surnombre. Et je pense que ça a vraiment perturbé la bonne organisation du groupe. Mais Rubio s'était bien tenté. Et puis sur la fin, il arrive à résister parfaitement. Et je trouve que comme des IG, ce sont des coureurs qui montent en puissance. Et le dernier coureur au top de la journée, bien c'est Derek J, tout simplement parce que je l'ai trouvé encore très très bon aujourd'hui, bien positionné au classement général pour un coureur qui avait perdu du temps en début de course, Derek J. Pour ceux qui se souviennent, il avait perdu du temps en Albanie, il n'était pas top en Albanie, je l'avais trouvé vraiment pas exceptionnel. Bien, je trouve qu'il monte en puissance au fur et à mesure de la course, du très bon Marco Frigo, aujourd'hui, qui a vraiment fait un gros travail sur la fin pour faire l'écart avec Roglic, et pourtant il avait essayé de prendre l'échappée et était dans des groupes échappés Marco Frigo. Et du côté de Deralji, je trouve que c'est de mieux en mieux au fur et à mesure de la course. Et un Deralji qui est pour le moment 5e du général, ça c'est vraiment très bien parce que je pense qu'il est à sa place pour le moment. Et quand tu vois que Carapaz est à 50 secondes, Del Toro est à 2,54, ça va peut-être être difficile d'aller chercher 2,54, mais Simon Yates à 1,20, c'est peut-être encore faisable d'aller le chercher. Tu te dis que Deralji peut peut-être faire 4, voire mieux. Et un Deralji sur le podium, ça serait un très très bon résultat pour lui. Donc il va falloir le suivre sur cette 3e semaine du côté du Canadien, parce qu'il a avancé jusqu'à maintenant un petit peu masqué, un petit peu caché, mais là c'est de mieux en mieux ce que propose le Canadien. Et ça serait bien pour le cyclisme canadien, parce que c'est vrai que les Ryder Hesjedal, les Steve Bauer, il y a eu quand même pas mal de très bons coureurs canadiens dans l'histoire, même Hugo Hull, par exemple, sur le Tour de France, qui avait été très bon. Eh bien, ça va peut-être permettre à une nouvelle génération de découvrir un petit peu le cyclisme et de s'y mettre. Et ça, c'est toujours bien, parce que plus on a de licenciés, plus on peut avoir un haut niveau performant. Et le nombre de licenciés a quand même un impact important sur le nombre de coureurs que l'on peut avoir au niveau du haut niveau. Et plus on a de densité au haut niveau, plus on peut avoir un très bon coureur qui s'exprime, parce que plus tout le monde va se tirer vers le haut du côté d'une nation. Et ça, quand même, vous allez me dire, oui, mais le cyclisme est un sport par équipe. Oui, mais dans les jeunes années, c'est souvent un sport par équipe nationale et pas par équipe de marque. Et c'est là où ça peut avoir son importance d'avoir des mecs qui se tirent vers le haut, parce que quand ils font des courses à domicile, quand ils font des courses entre eux, forcément, si le niveau, il y a un mec qui est largement au-dessus et puis les autres, c'est des branquignoles, c'est quand même pas terrible pour que celui qui soit au-dessus du lot arrive à élever son niveau, alors que quand tout le monde est à un très bon niveau, eh bien on arrive à se tirer la bourre grâce à l'opposition et à s'améliorer. Donc ça peut être une bonne idée de ce côté-là, que DRG fasse podium, comme ça permettra d'avoir encore plus de Canadiens du côté du cyclisme, et on aimerait avoir encore plus de Québécois également du côté du cyclisme. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. On passe au bonnet d'âne du jour, et le premier bonnet d'âne du jour, c'est le grand perdant de cette journée pour le classement général. C'est Primož Roglič. Primož Roglič qui a perdu du temps aujourd'hui, qui a perdu même beaucoup de temps du côté de cette étape, 1 minute 30 environ de perdu sur cette journée pour Primož Roglič. C'est une mauvaise étape pour le Slovène. C'est une mauvaise étape parce qu'on avait plutôt mis Daniel Felipe Martinez à l'avant. Donc je pense voilà, quand on met un mec comme ça à l'avant, c'est qu'on se dit on peut peut-être tenter un coup offensivement. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'il a montré de la faiblesse et que forcément tout le monde va désormais sait qu'il est potentiellement un peu moins fort. Parce que tout le monde se dit c'était pas peut-être seulement une journée un peu moins bien, c'est peut-être qu'il est vraiment moins bien, Primož Roglič. Et puis là, l'écart est important. C'est une perte de 1 minute 30, sauf qu'il avait déjà du retard sur les hommes de devant. Donc c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Primož Roglič. T'as l'impression que pour le moment, à part l'étape numéro 2, il n'y a pas grand-chose qui se goupille correctement
pour Primoz Roglic et qu'il a évité de se blesser en tombant pourtant déjà 3 fois. Mais la chute d'hier a peut-être eu des conséquences. Ça, c'est déjà la première réflexion que l'on peut avoir. Et le fait qu'Ineos s'est roulé fort aujourd'hui l'est vraiment handicapé. Et puis, il perd beaucoup de temps. L'équipe Pellizzari est un peu seul quand même dans cette équipe. C'est-à-dire que Daniel Felipe Martinez, on voit quand même les limites en ce moment de ce coureur, qui a repris, il faut le rappeler, extrêmement tard la saison. Donc il a très peu de jours de course dans les pattes, et là pour le moment c'est un peu compliqué pour Daniel Felipe Martinez. Et pour reprendre autant de temps, il faut une équipe solide. Et il faut être vraiment au-dessus du lot. Comment avait fait Froome, par exemple, il y a quelques années. Froome, il avait eu un très grand Kenny Ellison, et puis il était vraiment au-dessus du lot ce jour-là. Il va falloir ça pour Roglic. Sauf que, est-ce qu'on est vraiment sûr que vendredi, samedi prochain, parce que je pense que mardi, peut-être pas, il va être au-dessus du lot, et que dans le même temps, Del Toro ait vraiment un coup de moins bien, parce qu'il y a quasiment 4 minutes désormais entre les deux, et qu'un Ayuso perde de 20. Même plus de 2 minutes 20. Ça commence à être compliqué parce que il faut déjà que Roglic soit en forme. Et autant vous dire que pour le moment, j'ai des sacrés doutes. Alors oui, on dit il finit fort ses grands tours. Sauf que là, il est quand même loin pour le moment du bon rythme, j'ai l'impression. Il a été très discret depuis le début de cette course. Lors des arrivées, les légères étapes compliquées, il a toujours été plutôt en retrait. Je pense même que Ayuso a un peu trop calqué sa course sur Roglic et qu'il aura peut-être des regrets à la fin, si c'est Del Toro qui s'impose. Mais j'ai l'impression que pour le moment, Roglic, il est loin d'être à son meilleur niveau. Ça, c'est déjà ce que je pense. Donc, même s'il progresse en troisième semaine, je pense qu'il faudrait une semaine en plus pour qu'il soit vraiment au top, Roglic. Je pense qu'il est vraiment en retard par rapport à ce qui a été prévu sur sa préparation. Peut-être que le fait de ne pas avoir fait le tour du Pays Basque, au final, a peut-être été une erreur. Parce que certes, il n'est pas tombé sur le tour du Pays Basque, mais en même temps, tu as eu une grosse coupure. Et cette grosse coupure, elle a peut-être des conséquences. Elle a modifié ton programme par rapport à d'habitude. Et peut-être qu'il l'a moins bien géré que d'autres, cette situation-là. Et puis son équipe est un peu faible. Donc là, je me dis comment il va pouvoir reprendre autant de temps, quoi. Et puis il faut qu'il reprenne autant de temps, mais en même temps, il faut encore une fois que Del Toro s'écroule. Désormais, quand vous avez 4 minutes de retard, il faut qu'il s'écroule quand même sur une étape. Et que dans le même temps, il faut que Ayuso, Derek G, Carapaz, Yates perdent également pas mal de temps. Il a quand même Roglic, donc il est à 3,53, c'est-à-dire que, encore une fois, Derek G est quasiment une minute devant. Yates est 2,30 devant. Donc il faut que ces coureurs-là s'écroulent complètement désormais. En plus, Ayuso, de Del Toro, Carapaz aussi. Carapaz, il y a une 50. Donc ça commence à faire beaucoup de coureurs qui doivent s'écrouler pour que Roglic arrive à revenir au top. En sachant que Roglic, on va pas lui laisser prendre 3 minutes d'avance. Voilà, c'est pas Piganzoli, quoi. Donc c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle, quoi, pour lui. Donc là, il va falloir une équipe solide, sauf que l'équipe, elle n'est pas forcément au top niveau. Il faudrait être en forme, sauf que là, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être totalement le cas. Moi, j'ai quand même beaucoup d'incertitudes sur la capacité de Roglic à être au top niveau dans une semaine. Enfin, dans moins d'une semaine, il faudrait être au top vendredi, quoi. Et là, ça me semble compliqué, de reprendre autant de temps sur 2 étapes. En gros, il faudrait faire ça du côté de Roglic. Ça me semble difficile. Ça me semble très compliqué. Il va falloir vraiment qu'il soit au-dessus du lot, quoi, Roglic. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc ça, c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle.
Ineos, que d'efforts du côté d'Ineos quand même aujourd'hui. J'ai pas vraiment compris leur stratégie parce que je trouve qu'on a mis beaucoup de rythme. Au final, on ne piège que deux coureurs. On piège Pidcock et Roglic. Alors, est-ce qu'ils voulaient se venger de Pidcock de l'an dernier, du contrat qu'a sauté de Pidcock? Je ne sais pas. Mais c'est quand même beaucoup d'efforts. Et sur la fin, ils ont failli se faire contrer parce que Arensman, il est quand même vraiment dans le dur sur la fin de la montée de Dory. Et Bernal, tu sens que ça bouge quand même pas mal des épaules. Donc je me dis qu'ils ont mis quand même beaucoup d'énergie dans cette étape, notamment dans le Monte Grappa. C'est peut-être de l'énergie qui va manquer en troisième semaine. Cette débauche d'énergie, là, c'est peut-être de l'énergie qui va manquer en troisième semaine. Et la grande question du côté d'Ineos, c'est, comme je le dis parfois, entre le panache et la stupidité, la frontière est parfois mince. Alors certes, on a éliminé Roglic, mais est-ce qu'on a éliminé Roglic vraiment par le tempo que l'on a mis en place sur le Monte Grappa? Ou est-ce que c'est pas... est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter déjà de la montée de Dory, simplement? Parce que le Monte Grappa c'était sympa, mais on savait qu'il y avait cette phase de transition, cette longue descente, qui n'était pas forcément à l'avantage d'une grosse accélération du peloton, en sachant que c'était pas la partie du Monte Grappa la plus pentue. Et on a mis un tempo énorme, en sachant qu'on a quand même perdu Brandon Riviera, donc on a quand même perdu un coureur, on a énormément utilisé Castroviejo. Si Castroviejo il tombe malade parce qu'il est un peu fatigué et que l'organisme est un peu fragile, ou soit si Castroviejo il n'est pas capable d'aider ses coéquipiers en haute montagne, ça va être un problème parce que là, pour le moment, on a mis beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, Bernal, il gagne pas de temps. Aujourd'hui, Arensman, ils gagnent pas de temps par rapport à leurs principaux adversaires. Est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'éliminer Roglic? Je pense que si on avait voulu éliminer Roglic, on pouvait se contenter de la dernière montée du jour. Donc, je trouve que c'était... Et puis, il aurait fallu s'allier avec d'autres équipes. Sauf qu'en accélérant de cette manière-là, en imposant ton tempo de cette manière-là, tu n'incites pas quand même les autres équipes à rouler. Encore une fois, je pense que aujourd'hui, il y avait un véritable intérêt à collaborer entre plusieurs formations. On le voit sur la fin, hein. Plusieurs équipes collaborent entre elles. Je pense Israël, EF, Movistar, vous avez Visma aussi. Là, ça a été intéressant. Je pense que dans le Monte Grappa, il fallait aussi collaborer à plusieurs équipes. Se mettre à 3-4 équipes. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien que collaborer entre les formations, ça n'arrive quasiment plus. J'ai même été surpris, alors ça a quand même mis 10 bornes, hein, quasiment, mais entre le moment où Roglic est lâché, on a mis bien 10 minutes, peut-être plus que 10 km, à se coordonner pour que plusieurs équipes roulent à l'avant du peloton, autre que UAE. Que UAE, Roglic n'était pas forcément leur priorité. Il aurait fallu avoir de l'aide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, du côté des équipes cyclistes, on oublie de parler aux autres managers. On reste un peu dans son monde, sauf que parfois, on peut avoir un intérêt commun. L'intérêt commun de durcir la course, ça aurait pu être celui de la Movistar, ça aurait pu être celui également de la Israël, ça aurait pu être celui... Là, on arrive à attirer 3-4 formations ensemble, et puis on durcit le rythme, et puis on voit ce qui se passe. Mais là, du côté d'Ineos, je pense qu'on a durci, mais sauf qu'on ne pouvait pas résister seul. Une équipe seule ne pouvait pas résister par rapport à ce parcours. Donc je pense qu'on a un peu gâché de l'énergie. Alors il faudrait demander à Roglic, est-ce que c'est vraiment le tempo imposé par Ineos qui l'a fait craquer, ou est-ce qu'il était vraiment dans un jour sans? Mais c'est quand même une grande interrogation de ce côté-là. Dernier coureur flop, c'est un Français, David Gaudu. Quand on n'est plus en capacité d'avoir même un rôle dans une échappée, parce qu'aujourd'hui, il fait partie des premiers lâchés de la grosse échappée de 30 coureurs. Je pense qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à rester en course?
Après, du côté de la Groupama, ça serait pas la première fois qu'il ferait rester un coureur en course alors qu'il n'est plus en capacité de résister et de lui gâcher sa saison. C'est pas comme s'ils avaient fait ça avec Thibaut Pinot en 2020. Mais normalement, on apprend de ses erreurs, hein, au fur et à mesure du temps. C'est là où c'est un petit peu un problème du côté de la Groupama FDJ. Normalement, on apprend de ses erreurs. Là, j'ai l'impression qu'ils refont la même erreur qu'avec Thibaut Pinot, ou la même erreur qu'on a fait avec Sandy Dujardin sur le dernier Tour de France aussi, à vouloir continuer à tout prix, alors que le mec n'est plus en capacité d'avoir un impact sur la course. Là, Gaudu, il n'a plus la capacité d'avoir un impact sur la course. On le voit que même dans les échappées, il a du mal à s'en sortir, parce que comme je le dis assez souvent, on ne se refait jamais la cerise sur un grand tour. Quand on démarre mal, on finit mal. Quand on est fatigué, on finit fatigué. Quand on est blessé, qu'on démarre un peu blessé ou souffreteux, on finit mal. La seule situation où on peut commencer mal un grand tour et finir bien, c'est quand on manque de jours de course et que voilà, l'état de forme n'est pas encore à son maximum. Là, on peut avoir une capacité de progression. Mais sinon, on ne s'améliore pas sur un grand tour. Et là, dans la situation de Gaudu, je pense qu'il faut savoir abandonner au bon moment. Voilà, je crois qu'il n'est pas en capacité d'être performant. Je pense que voilà, il faut se repréparer, retrouver des objectifs, notamment pourquoi pas la Vuelta, mais sur ce Tour d'Italie, il va pas gagner une étape. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir être raisonnable. Il y a une blessure. Il a eu une mauvaise réaction aux antibiotiques, hein, c'est lui qui l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a eu une infection, s'il y a eu des antibiotiques. Et là, je pense donc que c'était un trou qui était assez sérieux au niveau de la peau. Là, on voit bien qu'il n'est pas en capacité de tenir la cadence, de suivre le rythme. Donc je pense que là, il y a un intérêt à abandonner. Mais c'est vrai que c'est dommage pour Gaudu parce que il sortait d'une Vuelta qui a été très intéressante. Donc on se disait, tu sais, au mois de septembre, hein, c'est pas il y a si longtemps que ça, on se disait, il a retrouvé une bonne condition, il a retrouvé des jambes qui lui permettent de faire potentiellement top 5 sur les grands tours, voire top 10, quoi, tu vois. Et le début de saison a été bon à Oman, et depuis l'après-Oman a été extrêmement compliqué, et il retombe, on va dire, un peu dans les travers, c'est-à-dire une sorte de spirale négative qui n'en finit jamais. Avec ce renouvellement de contrat qui est assez incompréhensible à ce moment-là de la saison, parce qu'on le renouvelle extrêmement tôt. Soit on le renouvelait au moment d'Oman, mais là on le renouvelle alors qu'il ne fait pas forcément des grands résultats. L'annonce est un peu bizarre parce que l'annonce tombe alors que la veille il a perdu je ne sais plus combien de temps sur une étape. Et puis en plus cette phrase où il dit en gros je suis presque fini pour les grands tours, enfin je sais plus la phrase qu'il dit, mais où en gros je peux encore faire 2 ans en tant que leader et c'est mes 2 dernières années en tant que leader. Je rappelle que Gaudu, hein, on parle quand même de David Gaudu, hop, je reprends un petit peu son âge. Gaudu a 28 ans. Donc pour lui, c'est vraiment la phrase, hein, pour lui, donc en 2027, donc il aura 31 ans, parce qu'il est de 96. Donc à 31 ans, sa carrière est finie, basta cosy. Alors c'est quand même assez incroyable du côté des Français depuis quelques saisons, parce qu'on peut quand même les notifier, cette capacité des Français à avoir des retraites précoces. Contrairement aux travailleurs, on allonge les durées de cotisation et on allonge l'âge de départ à la retraite. Du côté du cyclisme, on a tendance à largement redescendre cet âge de retraite du côté des coureurs français, parce que c'est quand même, et puis pas que les coureurs français, hein, quand on voit Caroline Garcia du côté du tennis, c'est quand même très jeune aussi, d'avoir ces retraites extrêmement précoces. Il va falloir quand même se poser la question dans la manière dont on forme les coureurs et dans leur suivi de carrière. Pourquoi on a autant de coureurs, on a l'impression en France qu'à 30 ans ils sont cramés. Warren Barguil, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Nasser Boigny, Arnaud Démare, ça commence quand même sacrément à être le cas. Bon, Julien Alaphilippe, il a quand même plus les jambes qu'il avait à 27 ans. C'est quand même assez phénoménal.
Là, David Gaudu, qui nous dit ça, j'ai encore 2 années en tant que leader. Alors quand tu vois Carapaz, quand tu vois Roglic, même s'il a perdu du temps, je pense qu'il a encore les capacités d'être performant. Quand tu vois Geraint Thomas l'an dernier sur le Tour de France, quand tu vois d'autres coureurs, tu sais que Gaudu, il n'est pas beaucoup plus vieux au final qu'un Rensman, par exemple. Comment ça se fait que ces mecs-là se disent à 30 ans, finito? Enfin, moi, ça me sidère un petit peu. Parce que ça fera que 10 ans en World Tour, hein, au final. Ça fera que 10 ans, 10 ans, à peine plus de 10 ans en World Tour. Donc, ce qui est très court, hein. Parce que je dis toujours, une carrière au niveau cyclisme professionnel élite, je dirais que 12-13 ans, c'est à peu près la moyenne. Au-delà de 15 saisons, c'est vraiment, enfin au-delà de 15 années chez les pros, ça commence à devenir des carrières très très solides dans le temps. En dessous de 12-13, c'est assez rare. Et quand tu prends tous ces coureurs-là, tu te dis qu'il y a quand même un gros problème en France. Parce que Gaudu, c'est pas le seul. Warren Barguil, il est quand même transparent depuis 3 ans. En gros, Serboni, ça a été compliqué. Arnaud Démare, ça fait depuis 2 ans qu'il galère quand même pas mal. Bon, j'aimerais comprendre vraiment Christophe Laporte là qui enchaîne les maladies, qui est aussi ça fait depuis 2 ans où à part une victoire à Paris Tour, c'est un peu compliqué sur les 2 dernières saisons et il risque de repartir sur une année difficile. Même on pourrait dire des coureurs qui ont du mal à tenir dans la durée. Je pense Sandy Dujardin, Mathieu Burgodeau par exemple, qui ont eu une saison bonne, 2 saisons bonnes, mais qui n'arrivent pas à durer dans le temps. C'est quand même assez surprenant que tous ces coureurs-là n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis on pourrait dire c'est à cause des équipes françaises. Ceux que je vous ai donné des exemples, Alaphilippe, Barguil, Bardet, c'est des coureurs qui ont soit passé une partie de leur carrière à l'international, soit ont totalement fait leur carrière dans des équipes étrangères. Donc je me dis qu'il y a un problème du côté des coureurs français, ça va de ce niveau-là, parce que d'avoir autant de coureurs qui arrêtent aussi jeunes, je pense qu'on est quand même la nation qui est le plus touchée par ce phénomène, vraiment, par rapport au nombre de coureurs qu'on a en course. Donc ça m'intrigue un petit peu, voilà, du côté de David Gaudu, pour rebondir au-delà de son abandon et de sa méforme et de sa mauvaise saison. On regarde tout de suite les différents classements. On commence avec le classement de l'étape du jour, remporté donc par Carlos Verona avec son grand numéro, 44 km en solitaire. Florian Stork, deuxième, qui a fait le sprint, qui je pense c'était lui peut-être, ou Scaroni, ça n'a pas plu forcément en Prodhomme. Romain Bardet 4 devant Prodhomme 5, Zana 6, que j'avais mis parmi mes cotes ce matin, Zana. J'avais Scaroni, Zana... Verona, pour tout vous dire, j'avais complètement zappé parmi les potentiels coureurs qui pourraient être performants. Il y a un moment aussi dans l'échappée, dans ceux que j'avais mis ce matin, j'en avais un autre. J'avais Zana, j'avais un autre coureur parmi ceux que j'avais mis ce matin. J'avais Cataneo. Ouais. Il y avait que Rochas qui au final n'a pas été acteur de la journée. Mais j'avais Cataneo, qui était aussi dans l'échappée de 30-40. J'étais plutôt bon aujourd'hui. Du côté du classement général, Del Toro, toujours en tête avec une 20 d'avance sur Yates, une 26 sur Ayuso. Ça ne change pas. Derek J qui passe 5e, car vous voyez très bien, Primoz Roglic est désormais 10e. 3 minutes 53 de retard pour Primoz Roglic, qui peuvent s'expliquer aussi par le fait que Primoz Roglic, malgré ses qualités au sprint, dans les petits comités, n'a pris que 2 secondes de bonification. C'est le petit 2 ici que l'on voit à peine. Alors que Del Toro a enchaîné les bonifs, il en a 36. 14 pour Ayuso et Carapaz en a 10. C'est le coureur du top 10 qui a pris des bonifications, parce que certains n'en ont pas pris, mais qui a le moins de bonifications au final. Donc il y a des coureurs qui sont au-delà de ce top 10, qui ont pris plus de bonifications. Pidcock perd également 5 positions, 5 minutes 28, et vu la forme qu'il a depuis le début de ce Giro, j'ai peur que ça soit compliqué, vraiment en dernière semaine, du côté de Pidcock. Et puis Adam Yates, là aujourd'hui, n'a pas perdu de temps, je crois, aujourd'hui, Adam Yates. Maillot Cyclamen, toujours Mats Pedersen en tête, devant Coy et Van Duden, ça n'a pas changé. Classement de la montagne, c'est Fortunato qui a pris encore des points. Autant vous dire que là, il a 143 points d'avance sur Ayuso.
Je dirais que si mardi il prend l'échappée, ça devrait être quand même bien sécurisé dans l'affaire. Maillot blanc, Del Toro toujours en tête devant Ayuso, Tiberi, Piganzoli et Max Poul qui passent devant Pellizzari dans ce classement. Et puis le classement par équipe, c'est la UAE qui mène devant la Bahreïn. Astana, Visma perd une place. Red Bull en gagne une, hein, donc ça c'est important pour les voitures. EF également gagne une position, on se retrouve du côté du bon paquet, alors que les équipes françaises, c'est la soupe à la grimace, hein, avec la Groupama 17ème, et les équipes françaises qui sont quand même toutes au-delà du top 15, c'est quand même pas vraiment la bonne nouvelle du jour. Et la lanterne rouge pour le moment de ce classement, c'est toujours intéressant à suivre, c'est Alexander Krieger, toujours avec 14 minutes, toujours d'écart par rapport à Jenson Pro-Wright, car tout le monde a fini dans les délais. Cette étape, normalement, oui, c'est Zillard qui a fini dernier, à 32-25, avec un beau petit groupe Eto, voilà, aujourd'hui. Même si l'étape a été rapide, le groupe Eto a fini dans les temps, et pourtant ils étaient lâchés dès le Monte Grappa. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc, je pense, mardi. Je pense pas avant. Peut-être que j'aurai le temps de faire lundi, mais je suis absolument pas sûr. Pas la Mont Ventoux dénivelée, l'autre épreuve de Coupe de France. Enfin, parce que vu que la Mont Ventoux n'a pas lieu, j'ai oublié le nom de cette épreuve, mais qui aura lieu lundi. Qui n'est pas la Mont Ventoux dénivelé challenge, mais qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, en passant. Et puis sinon ça sera mardi pour une étape qui va être sacrément costaud. L'étape de mardi, c'est la Mercantour classique. Voilà la course que je cherchais. Et donc mardi, un parcours extrêmement costaud. Donc il ne faudra pas rater la présentation de l'étape parce que ça va être très dur. Voilà du côté de l'étape de mardi. Allez, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.